L'imposition des taxes et impôts suscite depuis toujours des débats intenses. Sont-ils un outil indispensable pour le bon fonctionnement des sociétés ou un mécanisme d'oppression déguisé qui appauvrit injustement le peuple? D'un côté, les impôts sont présentés comme un moyen de financer des services publics essentiels, tels que l'éducation, la santé, les infrastructures et la sécurité, contribuant au bien commun et à la stabilité des nations. D'un autre côté, nombreux sont ceux qui y voient une forme de vol institutionnalisé, où une partie importante des revenus du peuple est captée par l'État, parfois de manière disproportionnée ou mal redistribuée. Cette dualité soulève une question fondamentale. Les taxes et impôts, tels qu'ils existent aujourd'hui, servent-ils réellement à construire une société équitable ou perpétuent-ils des inégalités en profitant davantage aux élites et au gouvernement qu'au peuple? L'idée des impôts et taxes remonte à l'Antiquité, avec des traces dans des civilisations comme la Mésopotamie, l'Égypte et la Chine, où les dirigeants exigeaient une part des récoltes ou des richesses pour financer des projets collectifs, comme les routes, l'irrigation ou la défense. Et pour faire face aux crises, comme en Égypte où les pharaons collectaient des grains pour nourrir la population en cas de famine. Créés pour financer des infrastructures, garantir la sécurité et redistribuer les richesses afin de maintenir le fonctionnement de la société, les impôts sont censés mutualiser les ressources pour des besoins collectifs qu'un individu seul ne pourrait assumer. Toutefois, leur légitimité dépend de leur utilisation. Dans les sociétés démocratiques, ils sont considérés comme une contribution équitable, mais lorsqu'ils sont excessifs, mal utilisés ou imposés sans consentement, ils peuvent être perçus comme injustes, voire oppressifs, comme en témoignent les révolutions qui ont contesté des taxations abusives. Le véritable enjeu réside donc dans l'équilibre entre ce qui est collecté et ce qui est redistribué. Lorsqu'ils financent des services publics essentiels, ils sont un mal nécessaire, mais s'ils alimentent la corruption ou des projets inutiles, ils deviennent source d'injustice, soulevant la question de savoir si le système fiscal actuel sert réellement le bien commun ou s'il profite à une minorité privilégiée. L'idée de libérer le peuple des impôts en taxant davantage les riches et les grandes entreprises semble juste, mais elle se heurte à plusieurs obstacles. Les multinationales et les personnes fortunées exercent une influence sur les politiques fiscales et peuvent menacer de délocaliser leurs activités si elles sont trop taxées. De plus, l'évasion fiscale, facilitée par les paradis fiscaux, réduit l'efficacité de telles taxes, nécessitant une coopération internationale. Aujourd'hui, la majorité des recettes fiscales provient des impôts sur le revenu et la consommation, ce qui demanderait une refonte du système économique pour les remplacer. Aller vers un partage des richesses est une piste essentielle, avec des solutions comme la taxation des transactions financières et des grandes fortunes, un revenu universel financé par des ressources naturelles et des systèmes fiscaux progressifs. La lutte contre l'évasion fiscale et des accords internationaux sont également cruciaux. Encourager les entreprises à adopter des modèles participatifs et à investir localement peut réduire les inégalités. Enfin, un changement collectif dans la perception de la richesse, vu comme un outil pour le bien commun, est nécessaire. L'espoir réside dans les mouvements citoyens et une conscience collective croissante pour bâtir une société plus juste et équitable. La possibilité pour un pays de retirer les impôts ou de trouver des alternatives pour alléger la charge fiscale du peuple dépend de plusieurs facteurs liés à son modèle économique, à ses ressources et à sa gestion des finances publiques. Théoriquement, il est envisageable de remplacer les impôts traditionnels par d'autres formes de financement, comme l'exploitation des richesses naturelles, les dividendes d'entreprises publiques ou des taxes ciblées sur les grandes entreprises et les multinationales qui réalisent d'importants profits. Certains pays riches en ressources naturelles, comme le pétrole ou le gaz, exemple certains pays du Moyen-Orient, parviennent à financer leurs infrastructures et leurs services publics grâce à ces revenus, limitant ainsi les taxes sur les citoyens. Cependant, pour la majorité des nations, les impôts restent la principale source de financement des services publics, comme l'éducation, la santé ou les infrastructures. Retirer complètement les impôts
nécessiterait une refonte complète du système économique, en se basant sur une gestion rigoureuse des dépenses publiques et une réduction des inégalités économiques. Des alternatives pourraient inclure une taxation accrue des grandes fortunes, la lutte contre l'évasion fiscale ou encore des systèmes monétaires innovants, comme une taxe sur les transactions financières ou un revenu universel financé par des mécanismes autres que l'impôt classique. Cela dit, le défi réside dans l'équilibre. Comment garantir des services publics accessibles et efficaces sans appauvrir davantage la population? Les pays pourraient réduire les impôts en optimisant les dépenses publiques, en éliminant la corruption et en favorisant une économie plus équitable. Mais cela nécessite une volonté politique forte et une réorganisation des priorités pour mettre le bien-être du peuple au centre des décisions économiques. Une réforme d'une telle ampleur, visant à libérer le peuple d'une grande partie du poids fiscal et à redistribuer les richesses de manière équitable, pourrait théoriquement être appliquée par un gouvernement lui-même, mais cela reste peu probable sans une pression significative. Pourquoi? Parce que les gouvernements, même en démocratie, sont souvent influencés par les lobbies économiques, les grandes entreprises et les élites, qui bénéficient du statu quo. Changer radicalement le système fiscal nécessiterait une volonté politique exceptionnelle, associée à une indépendance vis-à-vis des intérêts privés, ce qui est rare. Dans l'histoire, les grandes réformes sociales ou économiques ont souvent été le fruit de crises majeures ou de mobilisations populaires intenses. Une désobéissance civile majeure, comme des grèves massives, des boycotts ou des manifestations, pourrait forcer un gouvernement à réagir. L'exemple des mouvements pour les droits civiques, des révolutions ou des grèves générales montre que les populations ont un pouvoir réel lorsqu'elles sont unies et organisées. Cela dit, une réforme de cette rigueur nécessiterait aussi un fort soutien intellectuel et une éducation citoyenne pour que les demandes soient claires et cohérentes. Ainsi, bien qu'un gouvernement éclairé puisse théoriquement prendre l'initiative de telles réformes, l'histoire suggère que les changements profonds ne se produisent généralement qu'en réponse à une mobilisation populaire forte, voire à une désobéissance civile organisée pour contraindre les décideurs à agir dans l'intérêt du peuple. Le succès d'une telle initiative repose donc sur la capacité des citoyens à faire entendre leur voix et à maintenir la pression sur le long terme.